Bonjour à tous et bienvenue dans le cours de physique. Aujourd'hui, chapitre 4, on va étudier l'évolution temporelle d'un système chimique. Bon, on va attaquer la problématique par revenir sur des notions qu'on connaît déjà. Il existe des transformations rapides et des transformations lentes. Alors, tout d'abord, expérimentalement, on a pu observer un certain nombre de choses. Par exemple, lors d'une saponification, c'est une réaction entre une molécule de lipides et de la soude. On avait pu observer que la réaction prenait extrêmement de temps à se faire et qu'il fallait attendre quelques heures, voire quelques jours, pour avoir un savon complet. À la différence, par exemple, de lorsque l'on fait un titrage par un acide fort par une base forte, par exemple, le pH, qui nous permet de suivre l'évolution de la réaction, nous indique en fait que la réaction est quasiment instantanée en fait. Ça se passe tout de suite, immédiatement. Il y a très peu de latence entre le moment où on ajoute la base et le moment où le pH change. Donc c'est deux réactions chimiques qui ont une cinétique, des vitesses de réaction très différentes. Elles sont plus ou moins rapides et on va se demander aujourd'hui comment on peut agir et pourquoi il y a cette cinétique. Alors, pour agir sur la cinétique, il faut d'abord la mesurer. Et pour mesurer la cinétique, on va utiliser un capteur, un système qui nous permet de savoir où on en est dans la réaction chimique. Donc il faut qu'on mesure une grandeur, qui est lié à la quantité de réactif ou à la quantité de produit, avec un capteur qui répond suffisamment vite. Hein. Si le capteur il met 10 minutes à se stabiliser, on ne va pas pouvoir suivre une réaction chimique un peu rapide. Mais par exemple, on peut utiliser des capteurs de pH, de conductivité, de la spectroscopie, etc. Il y a plein de techniques qui permettent de savoir combien de produits on a formé ou combien de réactifs ont été consommés pour savoir où est-ce qu'on en est dans l'avancement de la réaction au cours du temps. On appelle ça faire un suivi cinétique. Par exemple, ici, on vous a proposé un suivi cinétique où on voit chaque petite croix correspond à une mesure qui nous permet de déterminer l'avancement et on voit que l'avancement évolue, il augmente petit à petit jusqu'à atteindre un plateau. La réaction est finie. Et on voit ici que la réaction chimique, elle a lieu, euh, elle a lieu et elle dure à peu près 40 à 50 minutes. Donc c'est une réaction qui est plutôt lente. Il faut quasiment une heure pour arriver à la fin. Ce suivi va permettre donc de différencier des réactions qui sont quasiment instantanées, qu'on va appeler des réactions rapides, donc on avait appelé jusqu'à présent des réactions rapides, avec des réactions qui sont lentes, ces réactions qui vont prendre beaucoup plus de temps. Le temps, en industrie, c'est de l'argent. Hein. Si vous avez besoin de 10 fois plus de temps pour faire la même quantité de produits chimiques, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, on va chercher très rapidement à modifier cette cinétique. Alors, on peut se rendre compte qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer sur la vitesse d'une réaction chimique. Par exemple, la température. En général, plus la température est élevée, plus la réaction chimique a lieu rapidement. Là, par exemple, sur l'exemple, la température de 313 Kelvin, la quantité de matière produite par unité de temps augmente très vite. Et ici, on voit qu'on a quasiment atteint le plateau et on a atteint la fin de la réaction chimique, alors qu'à une température beaucoup plus faible, hein, on a une évolution des quantités de matière qui sont beaucoup plus lentes et on a atteint la quantité finale. On n'a quasiment pas atteint la quantité finale après 70 minutes. Donc c'est pas très très rapide. Donc on voit que le rôle de la température est important. Un autre élément qui peut avoir un rôle important dans ce genre de choses, c'est la concentration. Plus on met des réactifs en concentration importante, plus la réaction va être rapide. C'est un autre moyen d'accélérer, d'avoir des réactions plus rapides. Enfin, il y a un dernier point, c'est que certaines espèces chimiques sont susceptibles par leur présence de modifier la cinétique, la vitesse de la réaction. C'est ce qu'on appelle des catalyseurs. Alors il y a trois grands types de catalyseurs. Il y a les catalyseurs homogènes, c'est-à-dire que par exemple ça va être une espèce en solution qui va accélérer une réaction chimique en solution. Vous avez des catalyseurs qui sont hétérogènes. Alors là, c'est une espèce chimique qui n'est pas dans la même phase que les produits et les réactifs. Par exemple, si vous mettez des métaux dans certaines solutions, ces métaux vont être capables de catalyser à leur surface des réactions chimiques entre des espèces chimiques en solution. Donc ça, c'est les catalyseurs hétérogènes. Et il existe une dernière catégorie qu'on appelle les catalyseurs enzymatiques. Alors là, ce sont des molécules issues du vivant, des protéines, qui vont être capables d'interagir avec des réactifs pour faciliter ou pour lui permettre de produire des produits.
de libérer des produits. Par exemple, ici, on a un exemple sur le dessin avec une enzyme, donc ça va être une grosse protéine par exemple, qui va venir se coller au réactif, qu'on va appeler ici le substrat dans ce cas-là. Ça va faire un complexe, une grosse chose, où on a l'enzyme qui vient absorber le substrat, et en absorbant le substrat, elle va permettre de fabriquer, de libérer les produits, donc de faire la réaction chimique. Mais l'enzyme est restituée intacte à la fin. Quelque part, donc, on pourrait, quand on fait le bilan global, supprimer l'enzyme du bilan et dire que le substrat a donné 2 produits. Bon, ça c'est tout à fait juste. Mais si l'enzyme n'avait pas été là, peut-être que la réaction n'aurait jamais eu lieu. Donc là, on a bien le principe du catalyseur. Je participe, mais je n'apparais pas dans la réaction bilan. C'est très important. Analyse de la vitesse de réaction. Alors, puisque dans une certaine durée, il y a des réactifs qui disparaissent et des produits qui apparaissent, on va pouvoir définir ce qu'on va appeler une vitesse en fait. Alors, la vitesse liée au réactif, la vitesse donc de consommation des réactifs, c'est l'opposé de la variation de concentration de ce réactif par rapport au temps, dérivée par rapport au temps. Donc on va la noter dr à dt ou r point, comme vous voulez, et c'est l'opposé puisque là, on va avoir des vitesses positives. Hein. Donc la vitesse de disparition du réactif est positive. Hein. Le réactif diminue, la quantité de réactif diminue au cours du temps, et on obtient donc cette équation. De la même manière, pour le produit, ils vont apparaître, donc on a un plus cette fois-ci puisqu'ils apparaissent, et donc on va la définir comme étant la dérivée de la concentration des produits par rapport au temps. Donc on a autant de vitesse de réactifs et de produits qu'il y a de réactifs et de produits dans la réaction chimique. Par exemple ici, on a une courbe sur laquelle on voit apparaître l'évolution temporelle en noir de la concentration en I2, un produit. La concentration augmente au cours du temps. La vitesse d'apparition du produit en rouge ici est très importante au début, diminue en vert au milieu, et à la fin, la vitesse d'apparition du produit devient quasiment nulle, puisque on ne fabrique quasiment plus de I2, la réaction est quasiment terminée au bout de 80 minutes. Ces définitions sont valables tout le temps, après, leur interprétation et l'utilisation de ces formules va dépendre du contexte. Le contexte le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est ce qu'on appelle les lois de vitesse d'ordre 1. Alors là, on est dans un cas simple, entre guillemets, où la réaction chimique a une cinétique particulière. La vitesse de disparition du réactif est proportionnelle à la quantité de réactifs restant. En gros, plus il y a de réactifs, plus ça va vite, pour dire simplement. Donc on va noter mathématiquement ça comme ceci. La vitesse de disparition du réactif est proportionnelle à la concentration du réactif. C'est une loi de vitesse d'ordre 1. Il peut y avoir ici des puissances. Ici, la puissance vaut 1. Et dans ce cas-là, on observe ce genre d'évolution de la concentration des réactifs au cours du temps. On reconnaît une exponentielle décroissante. Cette exponentielle décroissante, ça veut simplement dire que le réactif disparaît au cours du temps jusqu'à atteindre 0. Il va atteindre 0 plus ou moins vite, et pour caractériser le temps qu'il faut au réactif pour atteindre 0, on va utiliser le temps de demi-réaction, c'est-à-dire T1,5, qui est en fait la concentration du début divisé par 2. Voilà. Donc le temps de demi-réaction nous permet de caractériser pour une loi de vitesse d'ordre 1 le temps caractéristique associé à la disparition du réactif, et donc l'avancement de la réaction chimique. Je vous propose de faire les exercices 11 et 12, page 99, pour vous entraîner sur ces notions et vérifier que vous avez bien compris, et on corrigera ça dans une prochaine vidéo. On va passer tout de suite à la suite, à savoir qu'est-ce qui se passe à l'échelle des molécules. Donc on va aborder les problématiques de modélisation microscopique. Bien, alors on va s'intéresser maintenant au mécanisme réactionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique dans les molécules. Donc, on va étudier donc les deux réactions A et B pour commencer, et on va essayer de localiser les sites donneurs et les sites accepteurs. Bien, alors, première équation, on a deux molécules, H au- et C4H9, un carbocation, une molécule avec un carbone qui porte une charge positive. Alors, ici, on reconnaît sur le carbone qu'il y a une liaison, deux liaisons, trois liaisons.
il manque donc une liaison. Le carbone, est pour ça qu'il porte une charge plus, il a une lacune électronique, ici il lui manque des électrons. H au moins, on a ici un oxygène qui a trois doublés non liants, il porte une charge négative. Donc on a ici beaucoup d'électrons, ici il manque des électrons. Conclusion, immédiatement ce qu'on va faire, c'est que les électrons nombreux ici vont attaquer l'endroit où il manque des électrons et on va avoir formation d'une liaison entre l'oxygène qui était plein d'électrons et le carbone à qui il manquait des électrons. Donc on met une petite flèche qui part des doublés non liants et qui va sur la lacune électronique, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'électrons ici sur le carbone. Deuxième exemple, on a ici une molécule avec une double liaison entre deux carbones, liaison double, donc beaucoup d'électrons, plus un H+, c'est-à-dire un hydrogène où il y a une lacune électronique, il manque des électrons autour de l'hydrogène. Alors ici on est dans un autre cas où on peut éventuellement former une liaison, c'est-à-dire que l'hydrogène ici l'hydrogène va être attaqué, la lacune, le fait qu'il n'y ait pas d'électrons ici, va être attaqué par la double liaison et former une liaison covalente entre un des carbones et l'hydrogène. Alors ici, l'hydrogène va se mettre ici et un des carbones va se retrouver avec une charge positive. Donc on a bien un mécanisme où le doublé non liant va venir attaquer l'hydrogène pour le récupérer et faire une nouvelle liaison. Ensuite, mécanisme C. Alors, quel est le sens de la flèche 1? Ici, on a toujours pareil, on a un azote avec un doublé non liant et on a un carbone avec 4 liaisons. Donc, on a un endroit où il y a beaucoup d'électrons, du fait de la présence du doublé non liant sur l'azote. Pour comprendre ce qui se passe au niveau du carbone, il faut qu'on regarde les charges partielles. Alors, on a un oxygène qui est beaucoup plus électronégatif qu'un carbone. Donc, le carbone va posséder une charge delta+, légèrement, et l'oxygène une charge delta-, c'est-à-dire que l'oxygène va attirer les électrons à lui, et la double liaison entre l'oxygène et le carbone est un petit peu défavorisée par la différence d'électronégativité. Les électrons sont plutôt du côté de l'oxygène, pas trop du côté du carbone. D'autre part, on a une liaison C-Cl, où cette fois-ci, Cl est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Donc là encore, il va tirer la couverture à lui, il va rameuter les électrons de son côté, delta'-, une autre charge partielle, et on va avoir de l'autre côté, en complément, une charge delta'+ sur le carbone. Donc on a un carbone ici qui est entre deux personnes qui adorent les électrons, et donc ils ont tiré la couverture à eux. Lui, il n'a pas une lacune, c'est pas un C+, mais il n'a pas beaucoup d'électrons, il aimerait bien avoir un peu plus d'électrons. Donc on a d'un côté un endroit où on n'a pas beaucoup d'électrons, de l'autre côté un endroit où on a plein d'électrons. Forcément, les pleins d'électrons vont attaquer le carbone, et on va avoir formation d'une liaison covalente entre le carbone et l'azote. Alors si on avait juste une attaque comme ça, on aurait une espèce chimique qui apparaît là, qui serait formée. Un N+, et un C- à côté. Alors ça c'est un peu bizarre. Donc en fait, ça ne va pas être très très stable. Ce qui va se passer, c'est que le carbone, là, il a 5 liaisons. Il a 5 liaisons, ça veut dire qu'il a plus d'électrons que d'habitude autour de lui. Et ça, comme il n'est pas très électronégatif, il ne va pas pouvoir le supporter. Donc, comme il est entouré par des éléments plus électronégatifs que lui, l'un des deux, entre l'oxygène et le chlore, va récupérer les électrons. Le chlore a suffisamment d'électrons, il ne va pas pouvoir les récupérer, c'est l'oxygène qui va les récupérer. Et voilà ce qui va se passer. L'oxygène va former une liaison, va absorber une des doublés de liaison et va se mettre un doublé non liant à ses côtés. Et on va obtenir donc la flèche numéro 2 et la molécule qui est ici avec 3 doublés non liants autour de l'oxygène et la charge au moins portée par l'oxygène, ce qui est plus logique, il est plus électronégatif que le carbone. Et on a répondu à toutes les questions. Voilà. Et ensuite, dernier mécanisme. Alors, on est dans le cas où on a une molécule, donc avec un carbone central. Et là encore, ce qu'on observe, c'est qu'on a un carbone avec un Cl. Donc, on a
forcément des charges partielles. Le carbone est plutôt plus et le chlore est plutôt moins. Donc dans ce genre de molécules, on a une certaine fragilité sur cette liaison. Ce n'est pas une liaison aussi forte qu'entre deux C ou entre un C et un H, parce qu'elle est assez polarisée. Le chlore étant beaucoup plus électronégatif que le carbone. Donc potentiellement, sous certaines conditions, il peut arriver que la liaison ici soit cassée au profit du chlore. Donc le chlore va récupérer les électrons. Le carbone va se retrouver avec une liaison en moins, donc il va être chargé positivement, et le chlore va se retrouver sous forme d'ion chlore, Cl-. Pour ça, il aime bien. Donc cette réaction est possible, mais que sous certaines conditions. Ça ne se produit pas systématiquement. Pour vérifier que vous avez bien compris cette notion de flèche et de courbe et de réaction microscopique, je vous propose de faire les exercices 25 et 26, page 103, qui feront eux aussi partie d'une correction dans une prochaine vidéo. Voilà, bon bah à très bientôt et puis bon courage. Ciao!